Madame, Monsieur, Yaurana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce lundi 13 juillet au sommaire de ce soir. À Taravao, l'hôpital ne parvient plus à répondre pleinement aux besoins de la presqu'île. Après les soignants, les élus alertent à leur tour sur une offre de soins devenue trop fragile. Tous demandent désormais la construction d'un nouvel établissement. À la veille du 14 juillet, le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochat, est l'invité du journal. Avec lui, nous reviendrons sur l'actualité politique, les célébrations de la fête nationale, mais aussi les grands dossiers de l'État en Polynésie. 9 ans d'attente et enfin le grand retour. À Huahine, tout un district se prépare à renouer avec le Heiva. Un défi mais surtout une immense fierté pour les danseurs et les musiciens. Dans les coulisses, chacun peaufine les derniers détails avant le grand soir. L'hôpital de Taravao est-il arrivé à bout de souffle après l'alerte lancée par le personnel soignant et une menace de grève évitée de justesse en avril dernier? Ce sont désormais les élus de la presqu'île qui tirent la sonnette d'alarme. Ils réclament la construction d'un nouvel hôpital pour répondre aux besoins d'une population en constante augmentation. Les détails avec Tauhiti Tonyo-Moussen sur les commentaires signés Athéna Milcam. Bon, je viens de Tokira et puis je suis venue pour amener mon fils là pour se faire soigner son genou. Et puis ce que j'ai déjà entendu ce problème-là, hein, il y a des années de cela. Et même je l'ai vu à la télé et puis je vois qu'au bout des années, ça s'est pas arrangé. À Taravao, l'hôpital fonctionne toujours à flux tendu. Aux urgences, un arrêt de travail suffit à désorganiser le service. Face au Tavana de la presqu'île, la ministre a d'abord démenti toute fermeture. Les urgences n'ont pas été fermées et je ne prévois pas de les fermer durant le mois de juillet ni le mois d'août. Donc déjà, ça c'est un premier point et je regrette la désinformation qui a eu lieu sur les réseaux puisque ça a peut-être découragé certaines personnes à aller consulter alors qu'il y avait un accueil médicalisé durant la journée d'hier et durant la nuit du 12 juillet. Mais une fois l'urgence écartée, reste le problème de fond. En avril dernier, le personnel médical avait d'ailleurs poussé un cri d'alerte. Aujourd'hui, les élus de la communauté de communes de Tereheamanu prennent le relais. Pour eux, les réponses ponctuelles ne suffiront plus. Il faut construire un nouvel hôpital, un projet envisagé à une époque avant d'être finalement mis de côté. Elle nous a quand même donné des réponses pour l'immédiat. Mais pour du long terme, on n'a pas vraiment eu de réponse sur du long terme. Du long terme, c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Parce que plus on va aller, plus le bassin Tereheamanu sera peuplé. Aujourd'hui, on est un peu moins de 60 000 habitants. Dans 5-10 ans, on sera peut-être plus de 80 000 habitants. La ministre ne s'engage pas sur une nouvelle construction. Le gouvernement veut d'abord renforcer l'établissement actuel. Des travaux de rénovation ont été lancés dans différents services, comme ceux de soins de suite et de réadaptation. Le problème actuel, c'est que nous faisons face à une montée en charge épidémiologique et une augmentation démographique du fait de la décentralisation qui est prévue, qui ne pourra pas attendre autant d'années. Donc il est important de pouvoir renforcer l'hôpital actuel et augmenter les moyens en créant par exemple une maternité dans cet hôpital et en favorisant un partenariat public-privé avec un appel à manifestation d'intérêt qui sera lancé très prochainement. Nous avons aussi prévu, suite à l'inscription au collectif 3, l'étude pour l'emplacement d'un scanner, donc un bâtiment pour placer un scanner, également au niveau de l'hôpital de Taravao. Donc difficile de vous donner une date pour l'instant, mais en tout cas, les choses sont lancées. Autre projet inscrit au prochain collectif budgétaire qui doit encore être adopté, la création du SMUR du Sud, avec 18 postes supplémentaires prévus. Des réponses pour renforcer l'existant, mais toujours aucune échéance pour un nouvel hôpital. Après les difficultés de l'hôpital, un autre défi, lui, mobilise les services de l'État. La lutte contre les trafics. Derrière les cartes postales et les voiliers au mouillage, une autre réalité peut parfois se cacher. Drogue, marchandises illicites. En cette haute saison du nautisme, les douanes redoublent de vigilance. Dans les ports et les marinas du Fénois, les précisions de Thomas Chabrol sur les images de Sam Teinaouré. Contrôle d'identité, inspection des cabines et des soutes. À la marina de Papeete, ces voiliers arrivés depuis quelques jours sont passés au crible par les douanes. Une opération de contrôle qui s'inscrit dans un dispositif plus large de lutte contre les trafics. On le fait sur la route, sur des voitures, on le fait sur des bateaux plus gros, on le fait sur les paquebots, on le fait aussi sur les ferries qui vont à Moorea, on les fait aussi sur les goélettes qui partent dans les îles. Donc voilà, c'est vraiment toujours tout le temps.
Chaque contrôle débute par l'examen des documents de bord pour retracer l'itinéraire du navire et de l'équipage. L'inspection physique se fait ensuite toujours en présence du capitaine ou du propriétaire. Les équipes cynophiles participent systématiquement à ces opérations. On pense bien sûr aux produits stupéfiants, à la méthamphétamine, à la cocaïne, parce que la Polynésie va être, pour tous ces navires-là, le premier point de toucher. Ces navires qui viennent d'Amérique centrale, d'Amérique latine, et qui après viennent dans nos eaux. Mais on est également attentif à ceux qui peuvent être amenés à poursuivre leur trajectoire, notamment vers l'Océanie. Stupéfiants, armes ou encore espèces protégées, les recherches vont bien au-delà de la drogue. L'idée étant d'être présent pour protéger le territoire et nos concitoyens. Et nous avons été amenés à effectuer des saisies importantes sur les navires de plaisance. Donc effectivement, on le sait et ça nous conforte dans l'idée que c'est un vecteur extrêmement sensible. Depuis le début de l'année, plus d'une quinzaine d'opérations de ce type ont été conduites en Polynésie, en complément des interceptions réalisées en haute mer. Nouvel épisode dans la crise politique à Taraheuil. Le courrier de Moetai Brotherson engageant la responsabilité de son gouvernement a bien été déposé vendredi soir à 17h51, mais les bureaux de l'Assemblée étaient fermés. Le document n'a été enregistré que ce matin. Le délai de 5 jours pour le dépôt d'une éventuelle motion de renvoi court donc à partir d'aujourd'hui. On écoute Anthony Géros au micro de Sam Teinaure. Donc nous avons 5 jours. Et ce qui forclôt le délai à vendredi. Donc les élus ont jusqu'à vendredi pour déposer le renvoi dans lequel ils devraient nous adresser donc une mouture corrigée du collectif avec le nom d'un nouveau président. Normalement, ils devraient faire publier après le délai, donc après vendredi, il devrait faire publier son collectif au journal officiel et puis il sera applicable immédiatement sa publication. Sauf à ce qu'il y ait un recours, c'est le collectif. Il y a des juristes qui disent que le premier dépôt n'a pas respecté les délais institutionnels, c'est-à-dire qu'il est arrivé en retard, donc ça veut dire qu'on a vicié toute la suite de la procédure. Bon. Ça, c'est un juriste qui le dit, mais en fait, si éventuellement il y a un recours du tiers, il semblerait que le tribunal concède le fait qu'effectivement, on n'est plus dans une 156-1, on est sur une convocation d'une session extraordinaire avec l'examen pur et simple d'un collectif. Il y en a qui disent non, c'est bon, il y en a qui disent ah non, faire attention, ça risque de pulvériser le budget. Écoutez, il y a un garant de la légalité en Polynésie, il s'appelle Monsieur le Haut-Commissaire. À partir du moment où j'ai tenu ma séance au titre de la 156-1 et que je n'ai pas vu la décision déférée, je pars du principe que l'État accrédite la thèse qu'il était dans les délais. Bon, comme je vous ai dit, chacun voit midi à sa porte quand on est juriste. Et je préfère ne pas rentrer dans l'imbroglio de l'interprétation du droit, parce qu'au final, c'est toujours l'arbitrage du juge qui sonne le glas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de recours, donc on poursuit. Et pour parler de l'actualité en plateau avec nous ce soir, le haut-commissaire Alexandre Rochat, Yorana. Yorana. Alors tout d'abord, on vient de l'entendre, Anthony Géros vient de l'affirmer. Selon lui, c'est à l'État, donc à vous, à qui il reviendra de trancher sur la légalité de ce délai, donc sur la recevabilité d'une éventuelle motion de renvoi. Alors est-ce que vous confirmez que le Haut-Commissariat devra effectivement se prononcer sur ce point ? Alors vous savez qu'on est effectivement garant de la légalité de l'ensemble des actes qui sont décidés en Polynésie française et mis en œuvre au titre de la loi organique. Donc on fait du contrôle de légalité, mais si on juge que ça n'est pas conforme, ou si un tiers décide lui aussi considère que ça n'est pas conforme sur les délais, sur le respect de la procédure, il peut aussi saisir le juge administratif. Et à la fin, c'est le juge administratif qui va trancher sur ce point, s'il est saisi, évidemment. Alors sur le plan politique, on ne peut pas l'esquiver, cette question. Alors même si l'État se présente comme traditionnellement neutre dans les questions donc, des institutions locales, le président du pays est dans l'impasse. Le collectif budgétaire a été rejeté 2 fois de suite à l'Assemblée. Alors à partir de quel degré de blocage l'État considère-t-il qu'il doit sortir de sa réserve ?
Aujourd'hui, il n'y a pas de blocage, concrètement. Il n'y a pas de blocage puisque le gouvernement a un budget qui est le budget annuel avec lequel il peut gouverner, il peut décider de lancer des politiques publiques. Il y a des difficultés à l'Assemblée, mais on a vu des textes comme le schéma d'organisation sanitaire et de santé qui a été adopté la semaine dernière. Donc il y a la possibilité pour le gouvernement de trouver des majorités et ça fonctionne. Il y a des difficultés sur ce collectif budgétaire qui est un collectif de report de crédit simplement, qui peut d'ailleurs, qui pourrait être validé si l'article 156.1 est appliqué et qu'il n'y a pas de motion de renvoi. Donc en fait, les institutions sont là et elles permettent de fonctionner. Alors selon les chiffres avancés par le président du pays, on a donc 967 chantiers et 20 milliards de francs pour les opérations qui sont suspendues à cause de ce blocage. Est-ce qu'il y a certains chantiers qui sont cofinancés avec l'État ? Oui, bien sûr, il y a des chantiers qui sont cofinancés avec l'État. Simplement, ces chantiers continuent. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi payer les factures, mais les chantiers continuent et les entreprises continuent leur travail. Alors est-ce que ça va impacter, donc ça va continuer le travail, mais est-ce que ça va impacter par exemple les délais de livraison ou quoi que ce soit ? Ça, je ne sais pas, c'est le président qui pourra se prononcer. Nous, on vient, et je reviendrai peut-être tout à l'heure, on vient en cofinancement, on vient en appui de l'exercice des compétences par les collectivités. Alors on va partir sur la lutte contre les trafics de drogue, on l'a vu, donc c'est votre priorité. On voit donc que les opérations se multiplient, que ce soit en terre, en mer ou même dans les îles. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats ou est-ce que le trafic garde toujours une longueur d'avance sur l'État ? Alors c'est difficile de dire qu'on est satisfait sur l'effet qu'on a obtenu. Moi je suis satisfait de la mobilisation des policiers, des gendarmes, des douaniers et des militaires quand on en a besoin, qui agissent et qui démantèlent des réseaux, qui déstructurent la façon qu'ont les délinquants de pouvoir trafiquer de la drogue ici en Polynésie française et qui empêchent la drogue de rentrer sur le territoire. Mais on n'a pas fini. Évidemment, ce travail il continue. On a besoin de toujours être mobilisé. Vous avez montré un reportage où on agit sur les voiliers, qui sont un des vecteurs d'entrée de la drogue en Polynésie française, mais c'est pas le seul évidemment. Ça peut rentrer par les paquebots, ça peut rentrer aussi par les avions. Et donc on agit sur l'ensemble de ces moyens et on agit aussi partout où le trafic de drogue est là. Sur Tahiti évidemment, on a démantelé plusieurs réseaux. Les forces de sécurité intérieure l'ont fait. On est aussi intervenu à Raiatea, on est aussi intervenu à Fakarava. Donc en fait, on intervient partout. Et en toujours. Polynésie. Alors, concernant les dépenses de l'État, l'État a dépensé plus de 225 milliards de francs en Polynésie l'an dernier, soit près d'un tiers du PIB du territoire. Alors, à quoi sert cet argent en priorité et où est-ce que les Polynésiens en voient les effets au quotidien ? Alors, je pense que les Polynésiens en voient les effets au quotidien tous les jours et dans tout ce qu'ils font. Quand ils mettent leurs enfants à l'école, voilà le premier exemple, puisque l'ensemble des professeurs du premier et du second degré sont payés par des crédits de l'État. Mais si on a trois grandes missions ici qui sont financées par les crédits de l'État, il y a les missions propres de l'État, la protection, la sécurité, on vient d'en parler, tout ce qui permet de payer les forces de sécurité intérieure, les douanes, dans leur action, ce sont des crédits de l'État. La vie quotidienne des Polynésiens, l'école, je l'ai cité, mais aussi l'appui de toutes les politiques publiques en matière d'éducation, en matière sociale, en matière d'accompagnement aux travaux d'infrastructure, et puis tout un volet de soutien à l'économie, qui là pour le coup a une action immédiate sur la vie quotidienne des Polynésiens. Alors on va parler des fiscalisations à présent. C'est un levier économique essentiel en Polynésie française, que ce soit dans l'hôtellerie, la pêche ou encore les transports interinsulaires. Alors fin 2025, Paris a voulu réduire ses aides de 25% avant de reculer début 2026 sous la pression des élus polynésiens. Alors le gouvernement justifiait donc cette baisse par rapport à un rapport pointant des abus dans le dispositif. Est-ce qu'il y a eu encore ces dernières années des abus constatés ? Spécifiquement en Polynésie française ? Je crois que quand on parle de défiscalisation, il faut rappeler une chose importante, c'est que ce sont des crédits qui viennent ici nets de tout prélèvement, puisqu'il n'y a pas de prélèvement fiscal qui est effectué en Polynésie française. Donc toute l'aide à la défiscalisation, c'est 12 milliards de francs pacifiques pour l'année 2025 avec agrément, et en 2024, c'était 5 milliards en plus hors agrément, c'est-à-dire en dessous de certains seuils. Donc vous voyez le montant qui est extrêmement important. Non, le sujet, il est évidemment sur le besoin que le budget général de l'État a à faire des économies sur ses dépenses. Et donc, parmi toutes les dépenses, il y a les dépenses de défiscalisation, et d'où le projet de la loi de finances précédente, mais qui effectivement a été revu à la baisse par action des parlementaires, mais aussi des entreprises et puis aussi des services de l'État qui ont dit que c'était pas justifié de descendre autant. Pour autant,
le budget de 2027 qui arrive va être un budget d'effort aussi au niveau national et donc on aura vraisemblablement des efforts à faire aussi sur ce volet. On part maintenant sur le défilé donc de demain, 14 juillet, fête nationale. À Paris cette année, pour la première fois, un détachement de 62 militaires des forces armées du Pacifique vont défiler sur les Champs-Élysées. Alors des Tahitiens représenteront le Fénois devant tout le pays. Qu'est-ce que cela représente pour vous? En fait, je crois que c'est une reconnaissance en fait, de l'engagement des Polynésiens et des Polynésiennes dans les armées françaises, historique, puisqu'on fête cette année le 80e anniversaire du retour des Tamaris volontaires. C'est pour ça notamment qu'ils sont sur les Champs-Élysées, avec un détachement conjoint avec des Calédoniens, pour ce symbole de retour des Tamaris volontaires. Mais au-delà de ça, je crois que c'est important. Et il y a beaucoup d'autres Polynésiens qui, au sein des unités, vont défiler. C'est la reconnaissance de l'engagement de ces soldats polynésiens qui servent dans toutes les armées, de la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, la gendarmerie aussi. Et un mot pour le défilé de demain, pour ici, à Tahiti? Alors, le défilé de demain, il sera à 9h30. On commencera sur place Puanaopa devant le Haut-Commissariat. Et on aura un défilé militaire avec des remises de décoration, puis ensuite un défilé populaire avec le maître mot, c'est ceux qui s'engagent pour nous. Alors justement, demain, le défilé est aux mêmes heures que la Coupe du Monde de foot. C'est donc la demi-finale France-Espagne. Vos pronostics, monsieur le commissaire? C'est compliqué de faire un pronostic, mais évidemment, au fond de moi, mon cœur me dit qu'on va gagner. Voilà, j'espère qu'on va gagner largement face aux Espagnols. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans l'actualité politique, le Rassemblement national polynésien, TENATI, a dévoilé ses candidats pour les élections sénatoriales de septembre. Reimana Jordan sera candidat avec Leisa Pauteha comme suppléante. Et avant de refermer ce journal, direction Huahine, à quelques jours du Heiva, un retour est particulièrement attendu. Après 9 ans d'absence, le district de Maroé retrouve enfin la scène. Entre fierté, émotion et dernier réglage, les Tamarii Teruahiti no Maroé se préparent à vivre un moment fort. Regardez ce reportage de Jessica Doucet. Avant les répétitions et la scène, un travail discret mais indispensable. Maya Teriteiatiu confectionne les morés, ces costumes traditionnels qui habilleront les danseurs du Heiva. Quand tu veux un moré, tu dois te rendre bien en amont dans la vallée pour couper puis récolter l'écorce et les ramener dans la mer. Autrefois, on utilisait des bois comme tuteurs pour les poser dans l'eau de mer. Maintenant, on sait faciliter la tâche en les entreposant dans des sacs pour les tremper directement dans l'eau de mer. Et c'est exactement ce que tu vois là. À la nuit tombée, la troupe se retrouve à la salle Omnisport pour répéter son spectacle. Ils chantent et dansent une légende de leur village, celle des jumelles Moueoura et leur caractère opposé. Cette troupe composée de 60 danseurs, musiciens et chanteurs ont commencé à préparer ce Heiva en mars dernier, un délai un peu court de leur propre aveu. Ça a été le rush pour trouver déjà la légende, ensuite pour pouvoir poser les percussions, pour que les chorégraphes puissent travailler et démarrer les répétitions en attendant de faire le reste. Pour les habitants de Maroé, ce retour au Heiva dépasse la simple compétition. C'est aussi l'occasion de faire revivre leur commune sur scène. Après avoir constaté que les communes montent de plus en plus sur scène, mais surtout triste de voir qu'on ne voit plus notre belle commune de Maroé à l'international aussi, c'est ce qui nous a motivés à se représenter pour le Heiva. La chorale de Maroé fera entendre ses voix sur la place Marara le mardi 15 juillet. La troupe de danse, elle tentera d'émerveiller le jury du Heiva Huahine le mercredi 16 juillet. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite après votre émission Fa'arotu, suivie d'Au cœur du Heiva. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. On se quitte sur ces images du Heiva avec le groupe Tupu Au dans la catégorie Himeneru Au. Hiala.